le souci. Il y a quand même dans cette histoire-là, vis-à-vis du Qatar, une grosse hypocrisie, parce que on reproche l'attitude, la présence d'officiels, de sportifs, de dirigeants sur cette compétition, ou comment ils devraient y participer, mais n'y a-t-il pas à Paris des clubs de foot financés par ce pays-là, dans lequel le tout Paris se glosse d'être dans la tribune présidentielle, invité par des sponsors des marques et invité par le club? N'y a-t-il pas le Qatar prix de l'Arc de Triomphe, dans lequel également beaucoup de personnalités vont chaque année à Longchamp assister à ce grand rendez-vous sportif du cheval, etc. Donc je pense qu'à un moment donné, en effet, on voit que malgré tout, cette compétition au Qatar, il peut s'y passer des choses extrêmement fortes, comme ce symbole incroyable de courage, parce qu'il y a les personnes des joueurs, mais il y a aussi leurs familles dans ces pays-là. Mais bon, maintenant, la chose est faite. Et je trouve qu'il y a quand même une énorme hypocrisie de dire à Paris, on va pas faire de fan zone, mais en même temps, les élus de la ville de Paris vont dans les tribunes du PSG. Coup de gueule et un peu une surprise. Je suis pas un abonné de Mediapart particulièrement acharné, mais hier une annonce par la rédaction et par son rédacteur en chef qu'un article avait été bloqué de parution par la justice vendredi. Un article qui fait suite au scandale de la gestion et des affaires à la mairie de Saint-Étienne, et notamment des menaces et du chantage, qui sont des choses totalement illégales. Et j'étais très surpris, j'ai regardé ça attentivement, j'ai vu que plusieurs personnalités de gauche s'étaient levées sur le sujet, j'ai pas eu beaucoup trop d'écho, mais j'étais très surpris de cette décision. La rédaction fait savoir qu'il n'y a pas eu de contradiction de sa part et qu'elle n'a pas été convoquée à une audience pour s'exprimer sur les fondements et la nature de ce travail de journaliste. Et je m'interroge vraiment sur cette quand même attaque à la liberté de la presse qui a été révélée hier par Mediapart sur ce nouvel article avec de nouvelles révélations et qui pourrait d'ailleurs concerner aussi le président de région, Laurent Wauquiez, toujours dans cette même dimension. Vous voyez, c'est ce que on arrive à comprendre dans les lignes. Jean-Luc Benamias. Quelque chose. Il y a un sujet de dogme quand même sur le sujet du chômage. Le dogme des 2 ans. Cette réforme qui est proposée avec mise en vigueur au 1er février pour les nouveaux demandeurs d'emploi, pas pour les chômeurs actuels, vise à écourter en fonction des périodes économiques la durée potentielle d'indemnisation. Je ne sais pas si c'est une mauvaise réforme. Je pense que le patronat est plutôt pour. Les avis de certains économistes sont plutôt dans le sens de cette réforme. Ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que nous sommes dans une situation où des dizaines de milliers d'entreprises cherchent désespérément de la main-d'œuvre. Et qu'à un moment donné, il faut trouver aussi les outils pour encourager, même presque forcer, les gens à repartir sur le chemin du travail. Pour moi, 2 ans d'indemnité, c'est trop long quand on a plusieurs centaines de milliers de postes qui sont non pourvus, d'annonces qui ne sont même pas publiées. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je pense que cette réforme ne va pas assez loin, notamment sur le contrôle. Je pense qu'il y a énormément d'abus de gens qui viennent en France, qui ont la nationalité française ou qui ont titre de séjour en France, qui viennent travailler 6 mois en France et qui, une fois qu'ils ont travaillé les 6 mois, repartent dans leur pays d'origine, en vacances, faire un tour du monde, faire un road trip et continuent à toucher les indemnités chômage du système français. Est-ce que c'est la majorité Ce n'est pas la majorité, mais il y a un besoin vraiment de clarification beaucoup plus fort. Jean-Luc Benamias. D'immigration économique. Le Canada a récemment dit qu'ils étaient prêts et qu'ils souhaitaient accueillir plusieurs dizaines, voire milliers de migrants dans leur pays, centaines de milliers, pour, j'imagine, des questions de démographie, des questions économiques. C'est aussi basé sur leur système et la société est construite comme ça au Canada. Donc ça, ce sont aussi des choses qui permettent de se dire qu'il va pouvoir y avoir pas des transferts, mais un accompagnement de populations immigrées vers, admettons, le Canada. Après, le problème de la France, c'est que nous ne mettons pas de mots et nous ne mettons pas le sujet d'une immigration choisie. Il y a aujourd'hui en France des métiers qui ne peuvent pas survivre sans l'immigration, sans des populations immigrées, et des métiers qui sont en souffrance et pour lesquels on a besoin de main-d'œuvre. Mais sauf qu'aujourd'hui, au lieu d'apporter ce débat-là de manière constructive, le mot quota est un gros mot, mais au lieu d'apporter ce débat-là, on se refuse à avoir ce sujet-là. Combien de chefs d'entreprise disent qu'ils ont besoin de population et que même des populations immigrées sont très au fait du travail qu'on leur propose de faire. C'est pas le débat sur le champ viking. Parce que ça, c'est je suis 100% d'accord avec vous. Je suis 100% d'accord avec vous.
Mais l'Ocean Viking, c'est en effet une manœuvre, une manipulation, un message dit de lanceur d'alerte, un peu comme en ce moment ces abrutis qui jettent des pots de confiture sur les tableaux. Ils font ça pour faire du buzz, en partie, pour attirer l'attention des médias, de la société sur une situation donnée. Ces organisations, ces ONG dont on parle, avec plus ou moins d'honnêteté intellectuelle, mais en partie un message humaniste, bon, peu importe. Donc là, si on parle que de l'Ocean King, il y aurait des choses à redire. En effet, c'est pas à des associations de décider de livrer dans des pays des populations rescue. C'est à l'Union européenne d'avoir des brigades de flotte qui peuvent éventuellement gérer des trafics ou des mouvements. Je rejoins aussi mon collègue. On a aujourd'hui une mafia, un business du déplacement de l'être humain qui est colossal. Les réseaux albanais qui, en France, dans le nord de la France, font venir des populations sous forme de business pour les amener en Angleterre, ou j'imagine la même chose en Afrique, la traite d'êtres humains, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait qu'on puisse parler de manière globale, de manière dépassionnée, et qu'en effet, Ocean Viking, ça a été un moment où voilà, tout le monde s'est excité sur l'Ocean Viking, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut parler de manière plus globale. Je suis en partie d'accord sur Jean-Luc. On va avoir des mouvements de population qu'on ne pourra pas contraindre. Il y a des mouvements de population qui sont organisés et qu'il faut limiter, qu'il faut arrêter. Mais il faut parler de manière dépassionnée de tout cela et de manière plus globale, selon moi. Petite pause, on se retrouve... Sur le côté émotionnel de cette situation qui était extrêmement complexe, je pense, à gérer. Et dans les coulisses, qu'est-ce qu'a vraiment fait l'Italie, ne pas fait l'Italie, je ne sais pas. Mais ce que je voudrais retenir de cet épisode, ce sont les confidences de Gérard Collomb. Oui. Premier ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, et qui a quand même fait savoir avoir eu une énorme divergence d'opinion, de stratégie avec le président de la République sur l'immigration, et que cette divergence a justifié son départ de la place Beauvau. Je trouve que ces confidences ont été très peu traitées et témoignent malgré tout d'un manque de vision réelle de la part du président sur les sujets régaliens, sur les sujets de l'immigration, de sécurité, où on voit bien qu'il manque quand même de la dureté, il manque une véritable vision, stratégie. On a beau avoir mis un mec de droite à Beauvau, c'est pas ça qui va justifier d'une réelle volonté de traiter ces sujets. Mais là-dessus, c'est intéressant parce que